Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Comment faire de nos sociétés des sociétés véritablement ouvertes et humanistes? Comment lutter contre l'obscurantisme? Et pourquoi faut-il renforcer l'éducation et la culture scientifique? Voici les questions que l'on va se poser dans notre émission aujourd'hui. Des questions qui seront aussi abordées les 5 et 6 juillet prochains au Luxembourg lors de l'Assemblée générale de Humanist International, une organisation qui regroupe des athées, des humanistes, des laïcs d'un peu partout dans le monde. Cet événement, il a donc lieu au Grand-Duché du Luxembourg, à 2 pas de chez nous. C'était l'occasion de vous en parler et de vous inviter à y participer. Et on va en parler avec nos 3 invités aujourd'hui. Déjà, bonjour à tous les 3. Tout d'abord, Jacqueline Hermans, vous êtes avocate, membre du conseil d'administration du Centre d'action laïque, lequel qui est lui-même membre de Humanist International. Alors, Bob Rutter, vous êtes président de l'Alliance des humanistes athées et agnostiques du Luxembourg. C'est vous qui accueillez donc ce grand rassemblement international cette année. Et vous avez choisi comme thème de discussion de la prise de conscience à l'action, renforcer les sociétés ouvertes grâce à la culture scientifique. On va en parler dans un instant. Et enfin, Yvan Deur, vous travaillez pour Domens Nu, donc qui est le pendant néerlandophone du Centre d'action laïque. Vous occupez donc des relations internationales chez Domens Nu et vous êtes par ailleurs trésorier, donc membre du conseil d'administration de Humanist International. Alors, on va commencer avec vous, Yvan. Parlez-nous un peu de cette association, justement, Humanist International. De quoi s'agit-il? Quelles sont ses missions? Humanist International, c'est l'union mondiale de toutes les associations comparables au CAL, au Centre d'action laïque. Donc elle regroupe tous les séculiers, les sociétés éthiques, les libres penseurs, les athées, de partout dans le monde, aussi les rationalistes, parce que dans le monde indien, on utilise énormément le nom rationaliste quand on parle de communauté laïque. La vocation de Humanist International est de rassembler, de représenter et de défendre les intérêts des non-croyants, des athées, des libres penseurs, des laïcs dans le monde. Elle a été fondée en 1952. Et il y a à ce jour plus de 120 associations membres ou membres individuels. Un peu partout dans le monde. Dans plus de 57 pays dans le monde, dans tous les continents. C'est en expansion énorme. Les non-croyants sont un peu la communauté la plus grandissante dans le monde. Il y a de plus en plus de gens dans le monde qui se rattachent à nos valeurs et à notre mouvement. Et donc, Humanist International a pour vocation de rassembler ceux qui étaient dans cette grande communauté et de renforcer nos valeurs, nos intérêts. Elle a aussi pour vocation de nous défendre dans les institutions internationales telles que l'Union européenne ou les Nations unies, où elle possède le mandat d'ECOSOC qui permet donc d'intervenir et d'être considérée comme l'organisation représentative de cette communauté si particulière. Alors, c'est vrai que quand on parle d'athéisme, par exemple, dans un pays comme la Belgique, on sait que parfois ça peut être compliqué sur certains dossiers, mais ce n'est pas dangereux. Or, ici, par exemple, dans les membres d'Humanist International, certains, ils défendent cet humanisme, cet athéisme, cette libre pensée, parfois au péril de leur vie, il faut le dire quand même. Tout à fait. Il y a énormément de pays où il y a des lois qui rendent la non-croyance, le fait de se détacher de la religion, totalement illégal. Et donc, dans ces pays, on peut retrouver parfois des peines de mort ou des peines d'emprisonnement à vie pour les personnes qui s'identifient comme laïques. Et nous défendons les intérêts. Nous avons énormément de dossiers de personnes que nous suivons, parfois des directeurs ou des présidents d'associations laïques dans le monde qui ont été enfermés et qui sont persécutés ou discriminés. C'est malheureusement quelque chose de très fréquent. Et on peut retrouver toutes ces données sur un rapport annuel que nous sortons qui s'appelle le Freedom of Thought Report, qui est complètement gratuit et qui analyse la situation pour chaque pays du monde. Donc à savoir quel est l'état des lois, quel est l'état de la liberté des libres penseurs et des laïcs dans ces pays. Et nous essayons à ce niveau-là d'être la force qui défend les intérêts et les droits des non-croyants, des athées, des laïcs à travers le monde. Et donc une fois par an, vous vous réunissez, vous faites une grande assemblée générale. Et donc cette assemblée générale, cette année, elle va avoir lieu début juillet au Luxembourg. Et chaque année, il y a un thème. Donc il y a l'assemblée générale qui rassemble tous les membres. Il y a des réunions plus institutionnelles. Et puis après, il y a vraiment une conférence qui est ouverte à toutes et tous. Alors, on va donner les informations pratiques tout à l'heure, mais déjà, on peut mettre le site internet de votre association, aha.lu, où là, on trouve déjà tout le programme. Et Bob Rutter, vous avez choisi cette année que pour la conférence, justement, ouverte à tous, vous avez choisi un thème qui est vraiment d'actualité, de la prise de conscience à l'action, renforcer les sociétés ouvertes grâce à la culture scientifique. Pourquoi ce thème ?
Comme vous venez de le dire, c'est un sujet d'actualité, mais en fait, on a choisi le thème bien avant, parce qu'on a fait notre candidature pour héberger l'Assemblée générale et la conférence depuis des années. Et il faut dire qu'on avait déjà en 2019, au moment où moi j'avais repris la présidence de notre association, on avait déjà fait une conférence sur l'homéopathie, comme forme de pseudo-religion et comme système de croyance, comme idéologie anti-scientifique. Et on avait vu que, justement, on voulait défendre une position pro-scientifique, parce que quelque part, on était connu au Luxembourg, un peu comme d'autres associations en Europe, on était connus comme des anti-églises ou anti-religions, et on voulait aussi défendre les valeurs positives que nous partageons globalement dans la communauté humaniste qui est effectivement ancrée dans les Lumières. Voilà. Oui, et quand on parle des Lumières, on parle bien des Lumières du XVIIIe siècle. Alors, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a notamment un mouvement qui se développe beaucoup aux États-Unis, porté notamment par le vice-président J.D. Vance, qui est ce qu'on appelle ce qu'il va appeler les lumières obscures, le Dark Enlightenment. Et donc, peut-être juste un mot là-dessus pour effectivement marquer la différence entre les Lumières, celles qui sont défendues par les humanistes que vous représentez, et ce Dark Enlightenment. En fait, ça vient d'un livre qui a été écrit par Nick Land en 2012, qui s'appelle Dark Enlightenment, où justement il défend cette idée qu'il faut critiquer la démocratie, qu'il faut critiquer le projet des Lumières, de l'émancipation et de l'enlightenment. Oui, c'est ça, de la liberté aussi. De la liberté et de l'égalité de dignité des hommes, et donc, enfin des hommes et des femmes, des humains. Et il défend en fait une vision politique qui est anti-scientifique et obscurantiste. Et alors on disait effectivement ce thème, vous l'avez choisi il y a plusieurs années, oui. 3 ans plus ou moins. Or, il est aujourd'hui vraiment en plein dans l'actualité. Et quand on voit ce qui se passe justement aux États-Unis avec les attaques contre le monde scientifique, contre la liberté académique, on est en plein cœur de l'actu. Oui, la science et les chercheurs, les professeurs d'université font partie des premières victimes d'un système politique qui essaye de faire taire les voix critiques. Et dans un monde où, comment dire, la recherche d'un consensus sur les faits ne fait plus partie d'une vision d'une société, tout est possible, dans le sens où tout mensonge peut passer comme vérité si il est renforcé par de la force. Alors, Jacqueline Hermans, on voit toutes ces attaques, notamment contre les universités, contre la science, elles viennent des mouvements illibéraux, notamment de l'extrême droite. Et c'est vrai que, par exemple, le Centre d'action laïque, ça fait longtemps en fait, qui se mobilise contre l'extrême droite, mais on voit que là, on est encore dans une nouvelle illustration peut-être de ce que peut faire l'extrême droite avec ces attaques contre les sciences, etc. Certainement. En fait, on avait le sentiment qu'on avait, si j'ose dire, gagné au point de vue de l'éducation, de ce que cela peut apporter au point de vue de l'émancipation des femmes et des hommes. Et on se rend compte aujourd'hui que, justement, cette question d'éducation, ces questions de recherche sont battues en brèche. Et ça sera un des thèmes, je dirais, de la Convention qui va se tenir le 22 novembre. Et donc ça, c'est un autre événement, c'est la Convention laïque du Centre d'action laïque en novembre, donc grand événement, où le thème, effectivement, c'est la sécularisation, et avec plusieurs sous-thèmes. Plusieurs sous-thèmes, dont deux dont je voudrais parler, c'est-à-dire, d'une part, l'extrême droite, et en fait, toutes ces attaques au sujet de l'éducation, etc., c'est le terreau pour nourrir l'extrême droite. Et aussi le thème de la liberté d'expression qui est invoquée par ceux qui éventuellement veulent la supprimer pour les autres. Donc effectivement, ce ne serait pas possible que l'on ne se penche pas sur ces questions par rapport au Centre d'action laïque, et ça sera donc l'occasion, mais vraiment de pointer les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Et franchement, je dois dire que ça me laisse quelque peu amer de voir que tout ce que l'on a conquis pourrait être battu en brèche par rapport à ces mouvements de totalitarisme, d'extrême droite, dont les premières cibles, c'est bien sûr
l'éducation, l'enseignement. Oui. Et on voit du coup que la lutte contre l'obscurantisme, tout en temps, on a parlé de l'obscurantisme religieux, il est toujours là, il ne faut pas le nier, mais ça veut dire que la lutte contre l'obscurantisme, elle est plus large en fait que juste l'obscurantisme religieux. Oui, quelque part pour nous, c'est évident que les idéologies religieuses totalitaires font partie de cette mouvance obscurantiste où on essaye de ne pas nécessairement aller regarder derrière les décors pour découvrir la réalité telle qu'elle est. Mais ce n'est pas nécessairement que de l'idéologie religieuse qui est derrière ce mouvement. Ça peut être d'une idéologie politique qui, elle, essaye d'établir une vision du monde où on n'essaye pas de chercher la vérité. Et ça veut dire aussi que parmi les athées, par exemple, les libres penseurs, il peut y avoir aussi une forme d'obscurantisme. On l'a vu par exemple pendant le Covid avec des théories conspirationnistes qui se développaient dans ces milieux-là aussi. Oui, on observe chez nous, en tout cas, qu'il y a des gens qui sont anti-Église et qui sont très virulents sur la question de la religion, et on partage ces critiques quelque part, mais ce n'est pas nécessairement pour autant qu'on a aussi une vision positive, humaniste, basée sur la science, une vision naturaliste du monde. Oui, donc ça se développe effectivement dans tous les mouvements et ça veut dire que justement cette importance de l'éducation, on va en parler parce que c'est le thème effectivement de cette conférence que vous organisez, cette conférence grand public que vous allez organiser donc le 5 juillet. Ça va être de rappeler l'importance de l'éducation et de la formation à la culture scientifique, c'est ça l'objectif? Oui, mais au sens large, je dirais. Éducation qui n'est pas nécessairement uniquement, qui ne se passe pas nécessairement uniquement à l'école, mais aussi l'éducation populaire, par d'autres moyens, comme la télé, la radio, la communication sur les médias sociaux, etc., etc. Oui, alors j'ai envie de me tourner vers vous. Effectivement, Jacqueline Hermans, Yvan Deur, pourquoi est-ce que l'éducation... pourquoi faut-il renforcer encore aujourd'hui l'éducation et pourquoi, en tant qu'humaniste, l'éducation est si importante? Ou en tant que laïque, alors, parce que le terme humaniste, du côté francophone, a souvent été galvaudé, mais voilà, pourtant, en tant que laïque, c'est important. Dans plus de la moitié des pays du monde, la loi a été souscrite ou inspirée par la loi religieuse, que ce soit la loi islamique, le droit canon, le droit dans la communauté juive ou hindoue. Et donc cela implique une influence sur l'ensemble de la société, les droits sociétaux propres aux hommes et aux femmes. Mais l'éducation est systématiquement reprise comme un des combats fondamentaux pour toute communauté religieuse qui intente à imposer sa vision unilatérale du monde à l'ensemble de la société. Et donc la connaissance, c'est la clé de l'évolution, c'est la clé de l'émancipation, c'est la clé des Lumières, et donc c'est quelque chose qui est à renforcer. Au Parlement européen, il y a eu régulièrement des débats sur ce sujet où les religieux étaient plus prônes à développer une vision assez conservatrice de l'éducation religieuse propre, là où on a compris et vu que dans les sociétés où il y avait une étude critique comparative des religions et de la laïcité, qu'il y avait une émancipation plus grande et une diminution de la polarisation dans la société entre les religieux, les non-religieux et les religieux en interne. Et donc voilà, c'est définitivement un des premiers combats à mener et à gagner, car il permet vraiment de développer des sociétés plus égalitaires et plus ouvertes. On en parlait tout à l'heure, effectivement, Jacqueline Hermans. Oui, effectivement, ce qu'il y a, c'est qu'il faut également être attentif à certains mouvements qui se précise, je pense par exemple à tout le projet Périclès, porté par Pierre-Édouard Stérin, juste pour contextualiser, donc était un milliardaire français qui a clairement un projet de société et qui a mis des millions pour ce projet Périclès. Et justement avec un volet enseignement, mais en enseignement donc basé justement sur ce qu'il souhaite être les valeurs de notre société, des valeurs que l'on retrouve dans les dogmes religieux. Donc, il faut vraiment être très attentif à ce développement-là, parce que ce qui risque de se produire, c'est que l'on va former des cerveaux, on va formater des cerveaux qui ne remettront pas en question, par exemple, égalité homme-femme, qui ne remettront pas en question le droit à l'avortement. Enfin, plutôt, ils remettront en question et s'y opposeront.
voire le droit à l'euthanasie ou des choses comme celle-là. Alors, on va continuer à parler des moyens d'action parce que ça sera aussi, c'est des choses qui vont être développées dans la conférence. Mais j'ai envie de faire juste une petite pause dans ce qu'on est en train de dire parce que aiguiser justement l'esprit critique des jeunes, c'est un des objectifs d'une exposition qui est en cours en ce moment à la Cité Miroir à Liège et qui a été imaginée par le Centre d'action laïque de la province de Liège. Alors, ils ont fait appel pour élaborer cette exposition à Albert Moukébert. Il est psychologue, docteur en neurosciences, auteur de plusieurs livres sur le cerveau. Je vous propose qu'on écoute un extrait d'une de ses interventions dans l'exposition où il y parle justement du développement du raisonnement critique. En fait, le sujet de notre exposition, c'est le raisonnement critique. Comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure hygiène mentale? Et on a tendance à croire qu'avoir un bon raisonnement critique, c'est apprendre à penser par soi-même. Mais moi qui bosse sur le sujet depuis plus de 2 décennies, j'ai appris que c'est une quête un peu futile. En fait, malgré ces années et années d'expérience, ne croyez pas que j'ai moins de biais cognitifs, par exemple, que vous. On en a autant, c'est juste biologiquement impossible de ne pas en avoir. Le secret du raisonnement critique, comme disait Gaston Bachelard, c'est penser contre soi-même, penser contre son cerveau. C'est facile d'apprendre à ne pas se faire berner par le monde extérieur. Vous pouvez faire des formations sur le raisonnement critique, sur l'éducation aux médias. Mais qui va me protéger quand la désinformation vient de moi, de mon propre cerveau? Et c'est là où on prend conscience qu'une grande partie du raisonnement critique, c'est aussi apprendre à faire confiance aux autres. Qu'on soit un peu les garde-fous les uns des autres pour pouvoir créer une société plus saine. Vous allez peut-être m'accorder votre confiance sur des sujets liés aux neurosciences ou à la psychologie, et moi je vais vous accorder ma confiance sur vos sujets d'expertise, sur les sujets que vous connaissez bien. Si j'ai besoin de réparer quelque chose chez moi, ou si je tombe malade, je vais aller peut-être voir mon médecin, je vais pas me dire que je vais tout faire tout seul. Et on a cette tendance à déléguer pour les objets du quotidien. J'ai délégué la fabrication de mon pull parce que je ne sais pas en faire, ou de mes chaussures, ou de la caméra qui me filme. Ce serait très compliqué si je me dis, je ne suis pas un mouton, je vais fabriquer mes propres caméras, mon ordinateur, mon téléphone portable, les murs de ma maison, mon lit, etc. Ça va être un peu compliqué. Mais quand ça passe à nos opinions, là, on n'a plus envie de faire ça. J'ai envie de faire mes propres recherches. Et encore une fois, c'est une bonne chose de faire ses propres recherches. Mais parfois, c'est bien de faire ses recherches pour savoir en qui est-ce que je vais avoir confiance. Comment est-ce qu'on identifie les gens à qui je peux déléguer une partie de mon raisonnement et qui, à l'inverse, vont déléguer une partie de leur raisonnement à moi? Comment est-ce qu'on fait société ensemble? Parce qu'on est des animaux sociaux et une grande partie du raisonnement critique, c'est d'apprendre à collaborer ensemble autour d'un socle commun de réalité. Alors j'ai envie de vous faire réagir, Bob Retter, à ce que vient de dire donc Albert Moukébert. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec lui? Oui, enfin, comme je suis psychologue moi-même de formation, je suis tout à fait d'accord. Ces biais cognitifs, on ne les évite pas. Et la pensée scientifique et la démarche scientifique, c'est dur. Hein. Donc c'est effectivement penser contre ses propres intuitions, ce qui est important, oui. Mais ça veut dire qu'il faut être aussi formé au processus scientifique. Et pas, on a tendance parfois à former peut-être aujourd'hui à des... On donne des connaissances, mais on n'informe pas nécessairement sur le processus qu'il y a derrière, comment finalement on arrive à tel ou tel résultat scientifique. Je vais peut-être vous donner un exemple anecdotique d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube d'un jeune Américain qui avait à l'école appris, et ça tombait du ciel quelque part, métaphoriquement, la connaissance que le monde, enfin la Terre était une bulle. Et lui, il a fait ses propres recherches, hein, comme on vient de l'entendre, et il a découvert pour lui-même, avec son propre raisonnement, que la Terre était plate. Donc, quelque part, juste donner les connaissances déclaratives qui nous viennent des sciences naturelles ou des sciences humaines, quelque part, ça ne suffit pas. Il faut aussi donner accès aux raisonnements qui ont permis aux scientifiques, qui sont des experts de leur domaine, comment ils sont arrivés à cette conclusion. Parce que sinon, on va juste retenir la conclusion, mais on ne sait pas, finalement, on ne sait pas mieux que dans une religion qui nous donne un dogme, si c'est vrai ou pas. Donc c'est un argument d'autorité, quelque part. Et les arguments d'autorité, en général, ça ne marche pas très bien. Je ne sais pas si vous avez... Oui, Jacqueline Hermans, si vous voulez réagir. En écoutant cela, ça me fait penser vraiment au principe du libre examen, c'est-à-dire pouvoir remettre en question, se remettre en question. Donc ne pas prendre pour acquis ce qui nous est donné.
Alors, j'ai envie, Jacqueline Hermans, aussi de revenir peut-être sur la base. Donc, on a dit la conférence, elle va aborder toutes ces pratiques éducatives, notamment ce renforcement de la culture scientifique. Mais on l'a dit, l'importance de cette assemblée, c'est aussi de rassembler des humanistes, des athées, des laïcs, d'un peu partout dans le monde. En quoi est-ce que c'est intéressant pour vous, qui participez depuis déjà pas mal d'années à ce genre d'assemblée générale, justement d'avoir des contacts avec d'autres pays? En quoi est-ce que c'est intéressant? Un premier intérêt, c'est certainement, je dirais, d'être confronté à des situations extrêmement diverses. Parce qu'en quelque sorte, on vit dans des sociétés où, par exemple, parce qu'on est laïque, parce qu'on est libre penseur, on ne risque pas d'être emprisonné. Donc, c'est déjà un élément important à soulever par rapport à la situation d'autres pays. Mais alors aussi, on voit les différences au point de vue de débats éthiques. Par exemple, si nous rencontrons nos amis polonais, la question de l'avortement va se poser. La question de l'émancipation de la femme va se poser aussi par rapport à différents pays dont nous rencontrons les représentants laïcs. Donc, toutes ces questions d'évolution au point de vue de l'émancipation des hommes et des femmes sont très intéressantes à confronter. Et, encore une fois, à reprendre le raisonnement. Comment est-ce que nous sommes arrivés, par exemple, dans nos pays, à obtenir que le droit à l'avortement soit établi? Comment sommes-nous parvenus à avoir ces législations concernant le droit de mourir dans la dignité, l'euthanasie, etc. Et donc, à la fois, nous pouvons apporter notre know-how, notre expérience, mais il est aussi intéressant d'être confrontés à ceux et celles qui ne sont pas encore arrivés à ce point-là. Ça veut dire que, par exemple, vous, on l'a dit, vous êtes avocate, vous êtes membre du conseil d'administration du Centre d'action laïque, mais vous êtes aussi présidente de l'ADMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Ça veut dire que vous êtes parfois contactée par des pays qui réfléchissent à ça, au droit à l'euthanasie, par exemple, et qui vous contactent en disant, voilà, est-ce que vous pourriez nous aider peut-être à formuler un peu un argumentaire, à avancer sur ces sujets-là? Incontestablement. Et si j'ai un souvenir à évoquer par rapport à ces rencontres, la première fois que j'ai vraiment abordé ces questions au point de vue international, c'était une rencontre à Oslo. Le thème était vivre en dignité et mourir en dignité, pour la traduction. Eh bien, là, je me suis rendu compte que le débat était mûr en Belgique, il n'était pas dans d'autres pays. Mais c'est vraiment très intéressant justement d'être confronté à cela. Et toutes les personnes que je rencontre à l'étranger qui se posent des questions en disant « Comment est-ce que vous avez pu obtenir cette loi en Belgique ?» Je n'entre pas évidemment dans les détails belgo-belgicains. Mais en tout cas, par rapport au fondement, il y a ces possibilités justement d'apporter notre expertise. Oui, Vendeur, effectivement, vous êtes dans le conseil d'administration de l'Humanisme International. Donc j'imagine que ces échanges ils peuvent être très riches et d'échanges aussi d'expériences. Tout à fait. En fait, quand on analyse la situation mondiale, on se rend compte que dans chaque pays du monde, il y a une approche différente par rapport à la laïcité, l'humanisme, ou même par rapport aux droits religieux, au lien entre le culte et l'État. Et donc, en rencontrant des collègues, des laïcs, des libres penseurs, des athées de partout dans le monde, on découvre les forces et les faiblesses de chaque pays et on se renforce les uns les autres. Il y a vraiment un échange d'expérience et d'expertise gigantesque qui se fait dans cette organisation et dans ces conférences internationales où des formes d'assistance morale dans les prisons, à l'armée, dans les hôpitaux, dans les ports, ou tout ce qui se rapporte au soutien existentiel, tout ce qui se rapporte également à l'éducation de la laïcité, qui est aussi fort différente d'un pays à l'autre, l'accès au mariage, les droits sexuels et reproductifs, sur toutes les grandes
discussion éthique, on se rend compte qu'il y a énormément de gens laïcs qui veulent se renforcer, qui veulent avoir un impact sur l'État et sur la société dans laquelle ils vivent, mais qu'en effet, l'échange de connaissances et d'expertise, c'est vraiment un levier d'expansion de notre mouvement. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la laïcité ou à l'humanisme de regarder le site, de s'inscrire sur la newsletter et de participer à ce genre d'événement. C'est une source d'inspiration et d'information incroyable et c'est très important pour nos collègues à travers le monde de se rencontrer, de se renforcer. Jacqueline a énormément contribué à beaucoup d'évolutions par rapport à la question qu'elle vient de traiter et c'est grâce à son expérience et à ce qu'elle a réalisé en Belgique. Et donc ce genre de choses, oui, doit se renforcer. L'union fait la force et de plus dans la communauté laïque. Oui, du coup, je vais déjà dire le site de Humaniste International, donc est vraiment le site de cette organisation Humaniste International. Donc ça va apparaître en bas de l'écran, mais humaniste.international. On parlait de partage d'expérience. C'est comme ça en fait que vous avez vraiment aussi envisagé votre conférence, donc qui aura lieu le 5 juillet. Donc c'est le 5 pour la conférence. Donc ça a lieu à Luxembourgville. Là, on peut trouver toutes les informations sur ha.lu, on va y arriver, le site apparaît en bas de l'écran, ce sera plus clair. Mais donc là, c'est vraiment ouvert à tous et c'est vraiment aussi ciblé donc, sur ce partage d'expérience. Oui, donc il y aura une première partie où il y aura deux exposés où on va un peu établir quel est le problème, quels sont les liens entre la société ouverte ou l'inverse et la littératie scientifique. Et l'après-midi, on aura 2 sessions où on va présenter des pratiques que j'appellerais inspirantes. En matière d'éducation, notamment ? En matière d'éducation au sens large de la culture scientifique, oui. Oui, et des pratiques qu'on peut essayer de voir si on peut les exporter aussi voilà. Dans d'autres pays. On a un peu fait l'effort d'avoir des expériences qui ont été faites au Luxembourg pour partager ce qu'on fait quand même au Luxembourg. Mais on a aussi invité des personnes d'autres continents. Donc d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. Alors, donc, on l'a dit, on le dit depuis le début, mais c'est vrai que c'est à côté, parfois ça se fait au bout du monde, alors profitons-en, c'est juste à côté, c'est donc à Luxembourgville, donc si les téléspectateurs veulent vous rejoindre, il y a encore moyen de s'inscrire. Il ne faut pas trop traîner quand même, ce serait bien de s'inscrire dans les prochains jours. Oui. C'est ça, sur le site. Il y a 60 places de libre et il faut qu'on dise au traiteur combien on sera. D'accord, donc il ne faut pas traîner. Mais en tout cas, ça promet des rencontres très riches. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite une belle journée.